Je voulais aborder deux points par rapport à cette question de la mémoire et de la disparition. Le premier, c'est un point plus pratique, on peut dire, lié à l'histoire argentine, mais ce n'est pas par chauvinisme, c'est parce que l'Argentine a connu un processus de justice, vérité, etc., très particulier. Et après, je voulais faire une petite réflexion par rapport à la question de la mémoire, non ? Alors, par rapport à la question de la disparition en Argentine, l'Argentine, elle est fondée sur la disparition. Non, la République argentine, elle est fondée sur la disparition. Je ne parle pas de la colonisation barbare, espagnole, les génocides, comme Fray Bartolomé Las Casas a pu le raconter. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des Espagnols. Je parle de nous, les Argentins. C'est ce qu'on appelait la campagne al desierto, c'est-à-dire la conquête que les Jules Ferry de chez nous, qui s'appelait Sarmiento, il a qualifié de civilisation ou barbarie, non civilisation ou barbarie, hein, que c'était la campagne pour massacrer tous les Indiens, surtout en Patagonie et à la Pampa, n'est-ce pas? C'était un génocide terrible. Il faut savoir quand même que les génocides ne peuvent pas rivaliser entre eux, n'est-ce pas, ni qualitativement ni quantitativement, mais certainement quantitativement, les génocides les plus grands qu'a connu l'histoire de l'Occident est le génocide des nations indiennes, qui est un génocide qui continue aujourd'hui de façon ponctuelle dans les besoins de déforestation, dans les mineries à ciel ouvert, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour des besoins économiques, effectivement, Maldonado a eu la chance d'être un blanc de Buenos Aires qui était engagé dans la lutte, parce que les Mapuches qui disparaissent avec les criminels qui défendent les terres de Benetton, par exemple, en Patagonie, on ne connaît pas les noms de ces Mapuches, n'est-ce pas? Alors, la République argentine, elle est fondée sur le massacre et le génocide des Indiens, et effectivement avec la logique de la disparition, qui est la logique de dire il y a une partie de la population qui sont des surnuméraires. Cela ne doit pas exister. C'est-à-dire qu'on nie même une altérité, hein, on va nier l'altérité. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un autre, c'est un ne doit pas être. Non? Alors, dans les massacres et les génocides des Indiens, il faut savoir quand même qu'ils sont appliqués, bon, vous savez très bien, bien entendu, on est à Amnesty, vous savez très bien que les familles patriciennes qui sont massacrées, les Indiens, sont les familles qui sont devenues des militaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est les familles patriciennes dans lesquelles il y a un évêque, un général, voilà, n'est-ce pas? Les familles patriciennes sont les propriétaires de l'Argentine depuis toujours, n'est-ce pas? Et ces familles-là, effectivement, utilisaient des techniques quand même très particulières qu'on a retrouvées après, non? C'est-à-dire cette mémoire particulière de l'horreur aussi, qui était là, enlever les enfants, par exemple. On enlevait les enfants des Indiens, hein, et on les élevait comme des petits personnages domestiques. On ne les adoptait pas comme ils ont fait les militaires maintenant avec nos enfants, mais on enlevait, il y avait cette technique aussi d'enlever, aussi dans l'idée de casser, couper une ligne, n'est-ce pas, une ligne d'héritage, de continuation. Alors, la disparition, effectivement, consiste à ça, consiste à dire il n'y a pas eu lieu. On a fait. Il faut savoir donc, alors par rapport au deuxième point que je voulais présenter, c'est la mémoire est quand même quelque chose de très particulier, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans la mémoire, il faut quand même différencier les faits de ce qui va faire effet de vérité. Voyez? C'est-à-dire, par exemple, l'effet du génocide des Indiens est un fait que personne n'a jamais nié, sauf que la vérité sur ce fait-là, c'est-à-dire l'interprétation de ce fait-là, dans l'histoire a changé. Quand j'étais élève au lycée, je lisais l'excursion à los indios ranqueles, c'était le nom de l'excursion. Vous comprenez, une excursion, c'est-à-dire comme on va voilà, au bois de Vincennes faire un pique-nique, c'était une excursion à los indios ranqueles. C'était dans les programmes d'études pour les élèves de 15 ans, 16 ans, et c'était les massacres des Indiens, comme on avait apporté la civilisation. Comme j'étais toujours dans l'école publique, tant que
expulsait pas, il m'expulsait périodiquement de l'école, mais bon, toujours dans l'école publique, je connais plusieurs écoles publiques. Effectivement, vous savez, en Argentine, on est tous européens, sauf que 80% de mes co-élèves étaient des Européens très très bronzés, n'est-ce pas? Et que, effectivement, et c'était pour le moins métis des gauchos et quelque chose d'autre. Parce qu'en Argentine, on est tous européens. Vous savez, même, il y a Borges, on lui pardonne beaucoup à Borges parce que c'est Borges, mais qui a fait la fameuse blague raciste, non? Qui dit les Péruviens descendent des Incas, les Mexicains des Mayas et les Argentins des bateaux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Une toute petite partie des Argentins sont descendus des bateaux, les autres, on les a descendus. Non? Mais la vérité, c'est qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Bon, alors donc, à cette époque-là, je suis vieux, mais je ne suis pas Mathusalem, donc hier, quoi, et on étudiait la campagne civilisatrice de la République argentine en massacrant les Indiens. Alors bon, on lisait comme ça, 15 ans, vous imaginez, moi j'avais la chance d'être juif, fils d'une Française échappée de la Shoah, alors ça avait une dissonance, n'est-ce pas, dans ce que je lisais, ça me sonnait un peu mal. Les autres ne disaient rien, même y compris tous ceux qui étaient visiblement métis, n'est-ce pas, ou métis, ou carrément descendants indiens. Et alors, par exemple, dans l'excursion à los Indios Ranqueles, il explique que d'abord, on demandait aux chasseurs d'Indiens d'apporter des oreilles. Mais après, on a commencé à trouver des Mapuches, des Tehuelches, bon, des Pampas, des différentes nations massacrées, sans oreilles. C'est pas parce que c'était des chasseurs d'Indiens humanistes. Non. Alors, on les coupait les oreilles, les séparait. Et alors après, ils demandaient les testicules. Vous voyez, là, c'était plus compliqué pour survivre. Mais vous voyez, c'est ce type de choses qu'on étudie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que même quand les faits sont reconnus, écrits, publiés et étudiés, la vérité dont parlent ces textes, ce n'est jamais gagné. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le négationnisme. Il n'y a pas que le négationnisme, vous comprenez? Le négationnisme n'est pas le seul danger. Parce que les textes, les faits est reconnu, établi, étudié en détail, mais quelle vérité raconte ces faits-là est toujours le fruit d'un combat, d'une lutte, d'un conflit. Ce combat a eu lieu par rapport aux Indiens, c'est quand même peut-être dans tous les désastres de l'Amérique latine la meilleure chose qui nous soit arrivée au 5e centenaire, grosso modo, les retours de ce qu'on appelait la dignité indienne, alors tous ces métis, tous ces gens descendants des nations indiennes que tout à coup ils ont dit oui, nous, on est indiens effectivement, et bon, un retour d'une dignité, n'est-ce pas, une dignité. Bon, avec pourquoi c'est devenu ça? Ben, c'est devenu fruit d'une lutte. Alors je vais maintenant brièvement raconter qu'est-ce qui s'est passé pour notre génération. Après la dernière dictature, qui était effectivement la plus dure, hein, c'est-à-dire on appelait avec humour argentin les autres dictatures, on disait la dicta blanda, non? Parce que dictadura et dicta blanda, non? Et alors donc on disait, après la dernière dictature, avec les 30 000 disparus, avec etc., etc., qu'est-ce qui s'est passé? La dictature, elle est tombée non pas à cause des luttes populaires, hein, elle est tombée à cause du crétinisme des criminels et la connerie de nos compatriotes qui sont allés faire la guerre aux Malouines. Pourquoi je dis la connerie de nos compatriotes? Parce que tout mot plus faible, ce serait un euphémisme par rapport à ces patriotérismes aveugles qui a fait que même dans l'atoll, mes copains, moi j'ai passé 4 ans dedans, non? Et même dans l'atoll, les copains voulaient se porter volontaires pour aller récupérer les Malouines, n'est-ce pas? Or, effectivement, les militaires, ils ont confondu le fait d'être associés ou être un laquais. Vous voyez? Et ils ont cru qu'ils étaient associés des Américains. Et en fait, non, ils ont compris durement que c'était des laquais. Et que les associés étaient des Anglais. N'est-ce pas? Et alors, ils ont laissé tomber. Vous connaissez l'histoire des tortionnaires Astiz qui a tué les 2 bonnes sœurs françaises, entre autres, et qui s'est rendu au premier coup de feu, par exemple. Parce qu'effectivement, une chose, c'était pour Astiz torturer, violer et assassiné à l'école de mécanique de l'armée, autre chose c'était s'affronter à une vraie armée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dictature tombe, mais tombe par défaut, quelque part. Vous voyez, elle tombe par défaut. Elle ne tombait pas par les luttes comme était tombée 10 ans avant la dictature de 73. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'émerge une théorie sur la mémoire qui essaie de sculpter la mémoire avec une théorie de 2 démons.
Ils disent, c'est vrai qu'il y a eu des excès, il y a eu des choses moches qui sont passées, disaient les gens, même Sabato, qui a écrit les fameux rapports, il dit, ici il y a eu la lutte de deux démons. Alors le lutte de deux démons, c'était les luttes populaires qui allaient des théâtres populaires, universités populaires, les syndicats alternatifs, l'alphabétisation, des groupes d'autodéfense et des groupes de guérilla, mais tout ça, c'était dans une sorte de mouvance sans une frontière dedans du tout. Eh bien, alors ils disent, ici, il y a eu la lutte de deux démons. Il y a eu des criminels qui se sont révoltés et des militaires qui ont commis des excès. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'accepter qu'il y avait eu des disparitions, des tortures. Mais ils donnaient une interprétation. Donc ils disaient, ces faits-là, on ne va pas les nier, on ne peut pas les nier, mais quelle est la vérité de ces faits-là? Vous comprenez? Eh bien, pendant 10 ans, la vérité de ces faits-là, c'était que nous, mais nous, je veux dire, moi, effectivement, j'assume le fait d'avoir été un combattant d'une des deux organisations armées. Mais ma compagne, qui a alphabétisé, était tout vive déjà, elle n'était pas combattante, elle est disparue, par exemple, n'est-ce pas? Donc, les 30 000 disparus, s'il y était 30 000 combattants, il n'y a pas de doute que le résultat aurait été un autre, n'est-ce pas? Alors, donc, tout à coup, on disait, les faits, on ne peut pas les nier. Très bien. Mais voyez, la vérité de ces faits-là est qu'il y a une lutte entre deux groupes excessifs. Bien. Au bout de 10 ans, nos enfants, los hijos, le mouvement des hijos, arrivent à plus ou moins à la maturité, 15, 17, 18 ans. Ils commencent à dire quoi? Ils ont dit, mis à part la méthode que nos parents ils ont pris, ils avaient raison de se révolter. Et ce qu'il y a eu ici, c'était un génocide, on peut discuter sur les mots, bon, peu importe. Il y a un génocide, il y a un massacre, mais il n'y a pas eu deux démons. Ces fils-là, ils ont commencé à faire l'escrachage, à poursuivre symboliquement les tortionnaires, etc. Et ceci fut accompagné de toutes les luttes qui montaient jusqu'aux insurrections de 2000. À ce moment-là, vous voyez, tout à coup, la vérité sur ces faits-là a changé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on parlait des mêmes faits, mais ces faits-là représentaient autre chose. Et tout le monde, c'est drôle parce qu'entre les anciens de la résistance comme ça, on disait, c'est drôle parce qu'on est à chaque fois plus nombreux. Quand je suis rentré en Argentine, Alfonsine, le premier président, nous avait demandé aux gens plus compromis de ne pas rentrer tout de suite. Alors je suis resté quelques années avant de rentrer. Quand je suis rentré, dire j'étais en tôle parce que j'ai participé, c'était compliqué parce que vous étiez un des deux démons. Plus tard, c'est drôle parce qu'on n'arrêtait pas de trouver des collaborateurs de l'RP, de Montoneros et tout. Alors, avec nos camarades, on disait, on est à chaque fois plus nombreux, c'est dingue, non? Parce que tout le monde trouvait qu'un jour, il y avait aidé quelqu'un, un jour, il avait caché un combattant, un jour, vous voyez? Pourquoi? Parce que tout à coup, c'était bien d'avoir été d'un côté. Ce que je veux dire par là, c'est que le passé, il a un côté un tout petit peu bougeant, vous voyez, un côté pas prévisible. Il y a une imprévisibilité du passé, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en général, on dit le futur est imprévisible. Le problème, ce que moi j'ai compris, et je l'ai étudié philosophiquement, psychanalytiquement, neurophysiologiquement, parce que ça m'a éclaté la tête, c'est que le passé, il est tout à fait imprévisible. C'est-à-dire, quel élément du passé va émerger avec force pour dire ça c'est la vérité? Eh bien, on ne sait pas. Vous comprenez? On ne sait pas. Et je vous rappelle que je ne suis pas en train de parler des négationnismes. Les négationnismes, c'est autre chose. C'est-à-dire, il n'y a pas eu lieu. N'est-ce pas? Là, je parle de la construction de la mémoire avec la vérité comme un axe, comme ça, qui bouge. Vous voyez? Même en reconnaissant les faits. Vous voyez? Par exemple, en Argentine, les militaires, quand ils vont au procès, nous, bon, vous savez, en Argentine, on a eu, c'est le cas exceptionnel d'avoir mené une énorme partie des tortionnaires devant les juges. C'est passé quelque chose de quand même incroyable, c'est-à-dire, c'est bête de dire comme ça, mais les peuples argentins, il n'y a pas eu d'exemple dans lesquels quelqu'un veut se venger. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un problème personnel, vous voyez. On luttait pas pour des raisons personnelles. Mais il n'y a pas eu un tortionnaire descendu. On les a scratchés, mais on voulait la justice. À tel point, je peux vous donner un exemple parce que ça me touche, que quand
on devait témoigner, par exemple, par rapport à un tortionnaire, le commissaire Falcon. Comme j'étais les yeux bandés, je préférais dire, non, je ne peux pas dire que c'est lui. Pourquoi? Parce que, effectivement, la démocratie, c'est ce que nous voulons, la démocratie, la justice, veut qu'il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en tôle. Lui, il n'est pas innocent. Mais nous, on défend la démocratie. Vous comprenez? On voulait la justice. Eh bien, cette justice est arrivée. C'est arrivé à tel point que tous les anciens résistants qui étaient en tôle, en exil, etc., et les familles des disparus, on perçoit une pension à vie, on est indemnisé, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance symbolique et concrète. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est jamais gagné. Le président Macri, qui est de droite assez dur, par exemple, eh bien, le président Macri, lui, il dit, il ne nie pas les faits non plus, mais il propose une autre vérité sur ces faits-là. Vous comprenez? Alors, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est-à-dire que la mémoire est toujours un terrain de conflit. C'est-à-dire, la mémoire, ce n'est jamais gagné. C'est pas parce qu'on a une rue, c'est pas parce qu'on a des bouquins comme dans les cas des Indiens génocidés, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il y a des bouquins, c'est pas parce qu'on l'a reconnu, ça ne suffit pas. Parce que la mémoire est une construction permanente de la vérité épocale, vous voyez, qui change par rapport à des faits. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, on est dans un moment très noir à niveau international, hein, on est dans un moment très noir. Vous savez très bien, par exemple, quand je suis arrivé en France, Amnesty m'a invité et me disait « Vous avez été torturé ou pas ?» Et alors moi, toujours, je disais « Mais attendez, j'étais torturé, mais ce n'était pas les marquis de Sade qui m'a pris. Je me suis révolté, non, la révolte, on ne veut rien savoir, vous avez été torturé ou pas ?» C'était un conflit fraternel, c'est-à-dire que... parce que la question, c'était de dire, est-ce qu'il y a eu des excès? Mais des excès veut dire qu'il y a un système qui fonctionne et qu'il y a des excès. Et nous, on disait, non, ce n'est pas des excès. C'est structurel. Le fait de faire disparaître toute une partie de la population, c'est structurel, ce n'est pas des excès. Il n'y a pas eu des excès, vous voyez? Il y a quelque chose qui structurellement est comme ça. Et alors, Amnesty me disait, bon, mais vous avez été torturé, vous n'êtes pas torturé, bon, oui, j'ai fait mes déclarations devant les communautés raciales, bon, et ils nous demandaient des détails, par exemple, qu'est-ce qu'on avait suivi, les jours, tout ça, bon, très bien, très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, aujourd'hui, au moment où on parle, que quelqu'un ait été torturé, que quelqu'un soit torturé aujourd'hui, ne signifie plus rien. Vous comprenez? Il y a quelque chose qu'il faut bien se rendre compte, nous, qui sommes sensibilisés, qui militons dans ce terrain-là, que la dénonciation de la torture, aujourd'hui, trouve face à elle, pas simplement la dénégation des tortionnaires, mais trouve un changement d'époque radical, et il faut vraiment qu'on fasse très attention à ça. On est dans un changement d'époque dans lequel, pour un tas de raisons qu'on ne va pas développer ce soir, bien entendu, mais pour un tas de raisons, aujourd'hui pour aujourd'hui, l'effet de dire tu étais torturé ou tu n'as pas été torturé, ce n'est plus le Rubicon. Vous comprenez? Quand je suis arrivé, c'était ça. Et les militaires, ils faisaient tout pour dire on ne torture pas. On tue, on emprisonne, on interdit des bouquins, on interdit tout. Ok, mais on ne torture pas. Moi, j'ai même fait un travail théorique. J'ai travaillé à l'époque avec David Rousset, avec d'autres gens. J'avais rencontré Sartre là-dessus. J'ai publié un bouquin là-dessus parce que ça m'explosait la tête. Je disais, mais pourquoi tout le monde veut simplement savoir s'il y a torture ou pas? Pour un tas de raisons, c'était comme ça. S'il y avait torture, les régimes étaient invalidés. Eh bien, nous devons être très vigilants. Parce qu'aujourd'hui, la torture n'est plus cette frontière infranchissable à travers laquelle un régime reste tout à fait délégitimé à niveau international. Les Américains reconnaissent Guantanamo. Tout le monde a su les avions qui amenaient à torturer parce que c'était des spécialités locales, n'est-ce pas? Tout le monde sait que les Amerlocs torturent. Tout le monde sait, c'est légal, qu'en Israël, il y a des interrogatoires poussés. Vous voyez, c'est pas que vous insulte ou que vous vexe, vous comprenez? C'est-à-dire, j'imagine qu'un interrogatoire poussé, ça veut dire type de torture. Eh bien, vraiment, je vais finir là-dessus, mais pour moi, c'est la chose la plus grave aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une époque dans laquelle la raison économique d'État, parce que ça ne s'appelle plus la raison d'État, parce que l'État est devenu
absolument submergés par l'événement économique, par les états économiques. Aujourd'hui, on est dans un moment dans lequel la disparition des opposants, la torture, rendre handicapés des manifestants, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est plus un scandale, vous comprenez? Parce qu'on est dans une époque de normalisation telle dans laquelle celui qui met les pieds en dehors du plat, c'est sa faute. Et vraiment, je ne vais pas être excessif, je ne suis absolument pas excessif, je suis convaincu, il faut se rendre compte qu'un des piliers d'Amnesty, un des piliers de la Ligue des droits de l'homme, un des piliers des autres associations, n'est-ce pas? Eh bien, qui est la question de la torture comme l'interdit fondamental, n'existe presque plus. N'existe presque plus. Vous n'allez pas trouver aujourd'hui la réaction qu'il y a 30 ans, on trouvait quand quelqu'un disait « oui, j'étais torturé, oui, je peux montrer dans mon corps, oui, je peux dire où », eh bien, aujourd'hui, la réaction, donc la vérité dont ce fait-là parle, n'est plus la même. Vous comprenez? C'est ça le problème. Les faits sont reconnus, mais la vérité dont ce fait-là n'est plus la même. Parce que le niveau d'acceptation de l'injustice du peuple est tel aujourd'hui que les faits qu'il y ait torture, les faits ne déterminent pas la vérité de son interprétation. Aujourd'hui, la torture est quelque chose de désagréable. Bien. Merci Miguel, mais j'ai une question tout de suite. Qu'est-ce qui fait que ça devient la vérité depuis aussi importante aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça change à ce point? Écoute, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué parce que il y a des éléments très profonds anthropologiques, tu vois, c'est-à-dire il y a plusieurs éléments, tu vois. Un, peut-être, c'est celui que j'évoquais, qui est l'acceptation de l'injustice généralisée comme une réalité, tu vois, c'est-à-dire le manque de lutte, le manque de conflictualité, l'effet que l'opposant est tout de suite taxé des terroristes, tu vois, c'est-à-dire, je ne sais pas, tu prends des RH, tu vois, tu les abîmes un peu sa chemise cacharelle, tu vois, et tu l'as pris en otage, tu vois, c'est-à-dire que... Donc cette délégitimation de l'autre, bon, donc ça c'est un élément, mais la vérité c'est qu'il y a un élément profond, énorme, qui est que une certaine disposition, je sais pas, pour dire anthropologique du monde, a changé. Tu vois, c'est-à-dire, alors c'est un peu compliqué pour le dire en deux mots, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, l'homme, comme on dit, l'être humain, tu vois, l'être humain n'est plus le seul sujet des droits. Tu vois, et ça, on ne peut que se réjouir d'un côté. Mais quand il y a une jurisprudence qui dit que la mer est sujet des droits, que le guénon en Argentine, là, du nord-est de l'Argentine, était nommé personne juridique. Donc il y a des éléments anthropologiques très profonds qui sont en train de changer la centralité qu'avait l'être humain dans la modernité. Tu vois? Alors ça, c'est un sujet très profond, tu vois. Mais la vérité, c'est que, ça c'est un élément, tu vois. Un élément, c'est qu'on est dans un changement anthropologique majeur dans lequel l'homme n'apparaît plus comme le sujet de l'histoire, etc. Un autre élément comme ça que je peux te donner d'un point de vue médical, pour dire comme ça, tu vois, comme symptôme, non? Les corps étaient intouchables jusqu'à un certain moment, tu vois. Or aujourd'hui, le corps humain n'est plus intouchable. Tu vois, l'intouchabilité du corps est finie. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est considéré comme tout à fait légitime de changer son phénotype, de choisir son sexe, tu vois, tu comprends? Alors, je ne dis que ce soit ni bien ni mal, simplement, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue de l'inconscient collectif, pour dire un truc fourre-tout, tu vois, il y a un grand changement de ces deux côtés-là. Un, l'homme n'est plus au centre du dispositif, tu vois, c'est-à-dire, bon, c'est ce qu'on voit, et deuxièmement, cette intouchabilité du corps, dont moi aussi j'ai beaucoup travaillé d'un point de vue médical, tu vois, par rapport à l'idée de l'intouchabilité du corps, comme le corps sacré, tu vois, ben, le corps est touchable. Tu vois, on peut modifier le corps, on peut... Alors, ces modifications du corps vont accompagner avec la chute de cet interdit, on ne peut pas toucher le corps.
Tu vois, alors, je ne vais pas développer ça, parce que ce n'est pas le sujet, c'est peut-être pas vous embêter non plus, mais la vérité, c'est qu'il y a 3 éléments au moins, c'est un trépied, comme disait là les Colombiens, qui avaient 3 pieds, 3 cœurs, voilà. Et alors, mon trépied, c'est ça, c'est-à-dire d'un côté, les changements anthropologiques majeurs de la place de l'être humain dans les dispositifs, que le corps humain est devenu touchable et que tu peux le mutiler, mais à volonté cette fois-ci, tu vois, c'est-à-dire le changer à volonté. Et troisièmement, effectivement, le manque flagrant de contestation, de lutte, que systématiquement, si tu veux, face à la raison macroéconomique, toute lutte apparaît comme bien sympathique tant qu'elle soit tranquille, utopique ou terroriste. Tu vois, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité. Tu vois, dans le monde actuel, il n'y a pas d'altérité. Tu vois bien qu'est-ce qu'ils disent les ministres de la grande démocratie française. Quand les gens contestent, ils disent qu'ils ne sont pas compris. Tu vois, parce qu'il ne peut pas avoir un autre. S'ils contestent, ils sont un peu cons. On a mal communiqué, ils disent, avec une air comme ça, l'air un peu d'humilité. Ils disent on a mal expliqué, on a mal communiqué. Comme si on était tous pareils, et si on communiquait bien, on ne pouvait qu'être d'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, Antonio, parce que c'est très compliqué, cette question des trépieds en question, mais ces 3 éléments font qu'aujourd'hui, vraiment, par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'interdit de la torture, on est dans un moment dans lequel il ne faut pas seulement être vigilant, mais créatif, quoi. Avec Primo Levi, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que même par rapport au... Parce que là c'est de la clinique, hein, chez Primo Levi, la clinique par rapport au... Et bien, c'est-à-dire, tu vois par exemple, par rapport à un homme, une femme qui vient, qui dit « je t'ai torturé », comment il métabolise ça dans une thérapie ad hoc, non? Qu'est-ce qu'ils font chez Primo Levi, non? Comment il métabolise ça, c'est pas pareil, tu vois, c'est ce que tu dis, socialement et culturellement compris, comme on a passé un interdit, fondamental sur mon corps, à dire, ils étaient brutaux avec moi, j'ai pas eu de chance, tu vois. Et alors, vraiment, un problème aujourd'hui pour métaboliser psychologiquement, tu vois, les victimes de torture, métaboliser ce qui leur est arrivé, ça change absolument. Parce qu'une chose, c'est de dire, je suis victime d'une transgression majeure, à de dire, ben, j'ai pas eu de peau. J'ai pas eu de peau, ils m'ont attrapé. Tu vois? Alors c'est un ensemble, je suis conscient que c'est compliqué, que je ne fais qu'énoncer des brives un peu confuses, mais c'est un chantier, comme on dit, vraiment à creuser. Ça. Parce que c'est vrai qu'on assiste actuellement vraiment à une banalisation de la violence. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, les réactions des États, malgré tout le travail que font les associations, il n'y a rien qui bouge. On se demande qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais en France, regarde les gilets jaunes, amputés, morts, ni vu ni connu, tu vois, ni vu ni connu. Rappelez-vous de Malik Oussekine. Mais Pasqua est sauté, Malik Oussekine. Je me rappelle, comment ça fait que je me rappelle de Malik Oussekine? Je suis sûr que des gens qui n'étaient pas nés à l'époque de Malik Oussekine, ils ont connu les noms Malik Oussekine. Mais qui connaît les noms des morts, des amputés, des borgnés, des gilets jaunes? Oui, et c'est ce qui va dans le sens, on va vous passer la parole, ce qui va dans le sens de l'idée que ça concerne pas seulement les dictatures les plus flagrantes et les plus insupportables, ça concerne tous les États, car les démocraties ne sont jamais des démocraties parfaites. Je ne sais plus, on a employé le terme tout à l'heure, tout en le récusant, si je puis dire. Il n'y a jamais de démocratie parfaite, et il y a des démocraties qui peuvent avoir, dans une partie de l'espace mental ou dans une partie de l'espace géographique, des pratiques qui sont des pratiques de terreur qui s'accompagnent de phénomènes tels que violence, torture, disparition forcée. Donc, tout le monde est concerné, tout l'univers, si je puis dire. Hein, les signataires, les 57 signataires, comme ceux qui ne l'ont pas signé, cette convention importante sur les disparitions forcées. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a des transferts de méthodes. Il y a des phénomènes
d'imitation, si je puis dire, qui se produisent. Et par exemple, les mouvements d'émancipation nationale qui se sont développés dans le monde entier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui ont donné l'indépendance des pays anciennement colonisés, un mouvement démocratique d'importance mondiale et historique, bon, eh bien, ils ont abouti bien souvent à l'instauration d'États qui ont reproduit un certain nombre de méthodes. Le cas de l'Algérie, par exemple, me semble emblématique, parce que c'est un État qui a combattu une torture institutionnalisée par l'armée française, enfin une armée et un mouvement national qui a combattu ces méthodes, et en même temps, on s'est rendu compte, je ne sais pas, en 88 par exemple, au moment de la révolte, voilà, qu'ils étaient capables de reproduire à l'identique, ou même avant. Hein, bon, donc, il y a des phénomènes de reproduction et de transfert. Et puis, il y a aussi, c'est un peu ce que tu disais, Miguel, c'est des boucs émissaires qui justifient tout. Bon, aujourd'hui, par exemple, le terrorisme. Hein, on dit terroriste, donc on peut y aller, quoi. Guantanamo, etc. Et puis, y compris dans notre pays, hein, une stigmatisation, une perte d'emploi professionnel pour des gens stigmatisés à la hâte, hein, souvent, pas dans tous les cas, mais souvent. Bon. Donc, attention à ces phénomènes qui rendent aveugle, quoi, qui rendent aveugle et qui légitiment l'intolérable. Tu sais, juste par rapport à la banalisation, non? Moi, sans être sociologue, sans pouvoir faire de la sociologie comme ça, comme l'autre qui faisait, comme M. Jourdan, non? Mais moi, je vous parie que si demain on apprenait clairement le fait qu'on a torturé ou qu'il est mort d'un arrêt cardiaque pendant l'interrogatoire un terroriste qui a mis une bombe ici. Maintenant, c'est plus un cas, malheureusement, c'est plus un cas d'école, non? Un lié au Bataclan. Moi, imaginez, sans être sociologue, qui va réagir? Qui va réagir? Qui va réagir? Amnesty, la Ligue des droits de l'homme vont faire un communiqué. Qui va réagir? Mis à part, effectivement, Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, etc. C'est-à-dire, c'est comme ça, les mecs, il est rentré dans les Bataclan, il a massacré les gens. Et ils l'ont interrogé, et il est mort d'un arrêt cardiaque, on ne sait pas si on ne l'a pas fait un peu... Soyons sincères, quoi. Il n'y aura aucune réaction. Quand la dictature est tombée de son propre poids, donc est tombée parce qu'ils se sont trompés stratégiques, ils ont voulu récupérer, entre guillemets, les Malouines. Et là, Borges, il était très bien, il a dit les Malouines ne sont ni anglaises ni argentines, sont boliviennes. Il a dit, non. Moi j'adhérais, effectivement, je dis les Malouines sont boliviennes. Et à la chute de son propre poids de la dictature, les néolibéralismes, l'école de Chicago, etc., tous les faiseurs comme ça, un peu de ce néolibéralisme sauvage, eux ils sont restés. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus besoin des militaires. Les militaires étaient une gêne pour continuer les projets de néolibéralisation de l'économie, la destruction de l'industrie nationale, etc., etc., tu vois. Et alors donc, au fait, ils ont poussé les militaires du centre de la Seine en disant « vous nous gênez même pour notre projet ». Tu vois, c'est-à-dire que... Donc, on va continuer les projets avec une démocratie. Alors, c'était une démocratie, comme on dit chez nous, une démocratie FMI. Tu vois, c'est-à-dire que tu choisis qui tu veux, les programmes les fait les fonds monétaires, tu vois, c'est-à-dire... Alors donc, c'était une sorte... Bon, Alfonsine, c'était vraiment quelqu'un de certainement fantastique, un grand démocrate, tout ça, mais on ne l'a pas laissé gouverner. Il y a eu 4 tentatives de coup d'État pendant Alfonsine, tu vois, la première démocratie. Alors il avait très peur, c'est pour ça que nous, les plus responsables, je dirais, non, on a accepté de ne pas rentrer, c'est qu'on était un peu trop lourd dans notre histoire de combattants, on a accepté de ne pas rentrer pour ne pas compromettre Alfonsine, etc. Bon, Alfonsine, on les font tomber pour des questions économiques, tu vois,
Et il vient, Menem, le néolibéralisme total, Menem c'est Berlusconi, comme Berlusconi en Italie, plus ou moins, non? Et alors c'est l'horreur, la destruction de tout, la corruption, tu vois, mais des trucs horribles. Et là, il commence à avoir des luttes de résistance, des luttes de résistance. Et cette lutte de résistance commençait à dire, il n'y a pas de justice sociale sans justice historique. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Tu vois, ils ont commencé, tu vois, c'est très drôle parce que c'est comme dans l'histoire, quand je suis rentré 5 ans après la démocratie, Alphonsine m'a dit, viens, ça a reçu, je crois. Quand je suis arrivé, les luttes, nos luttes étaient là et la réalité était là. Tout à coup, il y a comme un pli de l'histoire, tu vois, et nos luttes sont devenues très présentes. Et tout le monde parlait de nos luttes. Et ils ont pris nos luttes comme en disant, chacun a fait ce qu'il a fait, ils ont pris les armes, ils ont fait l'insurrection. Et la doxa générale est, on ne fait pas de différence de la méthode de chacun. Tu vois, on ne fait pas de différence de la méthode. Ils ont eu raison de se révolter. Mais le mouvement symbolique, c'était Hijos, les enfants des disparus, qu'il y avait une méthode que j'avais conseillée au Maroc, et ça n'a pas marché malheureusement, qui était l'escalachage. L'escalachage, ça veut dire, on savait où ils vivaient les tortionnaires, on savait où ils vivaient ceux qui avaient disparu, leurs parents, et alors on venait, on faisait des bombages et on faisait une sorte de carnaval, une mourga, et ici il vit un tortionnaire. Et petit à petit, ça s'articulait avec les retours de lutte, et je te dis, cette histoire de combat des années 70, et aujourd'hui, pop, tout à coup, a fait comme ça, et ce qui était oublié, c'était le néolibéralisme pendant cette période, tu vois, donc l'histoire fait des plis tout à coup. Alors, les côtés imprévisibles, c'est que tu ne peux pas dire à ces moments-là va revenir ci ou ça. Alors je disais tout à l'heure, je travaille ça aussi en neurophysiologie, en psychanalyse, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est vrai que qu'est-ce qui va revenir de l'histoire, que ce soit pour un peuple ou pour une personne, tu ne peux pas prévoir ce qui va revenir, tu vois. Nous, on ne pouvait absolument pas prévoir que tout à coup, depuis maintenant 20 ans, on est les héros de l'histoire, tu vois, pas nous, les rebelles, ceux qui sont révoltés en général, non? On ne pouvait pas prévoir qu'on était les good. Mais alors là, on ne pouvait pas les prévoir du tout. Mais on continue à être les good à tel point, tu vois, que c'est la blague qu'on fait avec les autres camarades. On dit, on est à chaque fois plus nombreux parce que c'est vrai qu'on trouve à chaque fois plus de gens qui disent, si moi j'ai aidé, qu'est-ce que tu en sais, c'est aidé ou pas aidé? Nous on dit oui, d'accord. Ce que je sais, c'est quand je suis rentré, il y avait beaucoup moins qui nous avaient aidé. Et s'il l'avait fait, il l'a fermé. Bon. Alors des côtés imprévisibles, ça veut dire ça, tu vois, c'est-à-dire que les mouvements de l'histoire, des luttes, des études, etc., font que, boum, émerge un truc. Il y a eu par exemple des travaux des anthropologues légaux, anthropologie légale, ça s'appelle, non, comment ça s'appelle, légale, qui ont par exemple fait des fouilles, tu vois. Ils ont commencé à recréer des liens à travers l'ADN. Alors, c'est comme ça qu'on a trouvé, par exemple, les fils de celle qui a été ma compagne, par exemple, tu vois. On a su, ah, je suis le fils d'un tel, tu vois. Donc, on s'est servi de ça. Bon. Donc, le côté imprévisible et rétissage était fantastique. Alors après, les côtés ce qui fait vérité, c'est ce qui fait, tout à coup, c'est ce qui ordonne une situation, que ce soit dans une vie personnelle ou dans un peuple, tu vois. La vérité, c'est pas une vérité dévoilée, la vérité est une dynamique, tu vois, à travers laquelle tu bouges, tu vois. Et la vérité, donc, c'est pas que tout est vrai, ou des conneries comme ça postmodernes, etc. La vérité est le fruit, la résultante, si tu veux, comme en physique, tu vois, la résultante des forces. Et la vérité bouge. Tu vois, la vérité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, que les faits ne sont pas vrais. C'est pour ça que j'ai dit, je ne parle pas de négationnisme, non. Je parle de, quand les faits sont reconnus, comment la vérité que signifie ces faits-là change. Hein? Et malheureusement, pour revenir à nous, le problème, c'est que la vérité qui aujourd'hui est dominante par rapport à la révolte, par rapport à la torture, par rapport à la répression, est horrible. Est horrible parce que c'est la banalisation, c'est... alors c'est vrai qu'en Argentine c'est plus difficile parce que comme il y a eu tout ce travail-là, même Macri, et il doit respecter pas seulement les faits, mais cette lecture des faits. Mais effectivement, c'est la lutte des gens. Quoi. La démocratie n'est pas... tu sais, les démocraties occidentales souvent ressemblent à un gruyère. La forme, elle est, mais c'est plein de trous.
C'est-à-dire, comment c'est possible qu'aujourd'hui des ministres français ils disent la démocratie ne se fait pas dans la rue? Ben, s'ils sont ministres d'une république, c'est parce que la démocratie s'est fait, ça produit, elle est née dans la rue, et sans conflictualité, il n'y a pas de démocratie. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas de conflictualité, ils veulent de l'affrontement. C'est pour ça, tout ce que tu disais, tout de suite tu es taxé terroriste, tout de suite tu es taxé au moins des cons parce que tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Deux choses. Une, je pense quand même que les organisations des droits de l'homme sont un défi énorme historique aujourd'hui. Parce que face à cette banalisation, je voulais dire un mot encore sur la banalisation, mais avant de dire ça, il faut savoir quand même que le grand secret partagé par les puissants de ce monde est un secret auquel on a tous accès. Et le grand secret, c'est que bientôt, il n'y aura pas pour tout le monde. C'est ça le secret. Vous voyez? Il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas de terres fertiles, il n'y aura pas de terres non inondables, il n'y aura pas de zones non polluées. C'est-à-dire les grands secrets partagés par les puissants de ces mondes, comme ça, vous savez, quand ils arrivent à un ministre un peu important, ça y est, ils sont dedans, ils parlent à partir de cette donnée-là, hein, il n'y aura pas pour tout le monde. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut défendre une partie de notre population, c'est-à-dire que le monde il est séparé en no man's land et forteresse. Vous voyez? Alors donc, chacun doit défendre sa forteresse et le reste, c'est les no man's land. Alors, nous devons être, non pas vigilants, parce que le mot vigilant est vraiment tout petit, nous devons voir que les défis qu'on a, c'est que l'horreur ne fait que grandir. L'horreur ne fait que grandir. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans les no man's land, en plus, c'est fractal, vous voyez, c'est-à-dire, dans chaque pays, il y a des forteresses et no man's land, il y a des pays qui sont no man's land, vous voyez, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est pas une forteresse tout entière, c'est des forteresses avec des no man's land autour, vous voyez. Il faut savoir quand même ça, il faut savoir qu'on ne va pas défendre Pérez ou Mohamed parce qu'il est torturé. Ils vont les massacrer. Ils vont les massacrer. Des milliers de morts dans la Méditerranée. Et alors, vous comprenez? Et ce n'est rien. Alors, le défi est celui-là. Alors, ce n'est pas être catastrophiste, c'est juste essayer de voir que ça sera de pire en pire. Et on a un défi. On a le défi de nous mettre, de savoir comment faire. Et alors, par rapport à ce comment faire, c'est ce que le copain vient de dire, la banalisation est notre ennemi. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, pourquoi on banalise? On banalise, je vous donne mon idée et mon travail, n'est-ce pas, des chercheurs, vraiment des chercheurs. Ce qu'on considère extraordinaire n'est jamais dans ce qu'on regarde. L'extraordinaire est dans le regard qu'on jette sur la chose. Vous comprenez? Rien n'est extraordinaire pour soi. Rien n'est extraordinaire per se. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui va être extraordinaire, il y a un copain, moi, un très bon copain, qui, l'autre jour, m'accompagne chez le dentiste. Bon, dentiste, ça fait mal, mais je ne parle pas des dentistes. Il m'attend dans la rue en train de bouffer son sandwich. Non? Et quand je sors, il avait l'air exorité comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qui est arrivé? Non, parce que c'était moi qui avais suivi le dentiste. Et il bouffait son sandwich devant une école française, normale. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a lu la liste, vous savez, la liste qu'il y a devant les écoles françaises. La liste des enfants déportés. Mais tout à coup, cette liste-là n'était plus une liste. Tout à coup, il a vu la liste. Vous comprenez? Et alors, tout à coup, les gens qui passaient en train de parler avec leur portable, tout à coup, tout devenait comme une folie. Vous comprenez? C'est-à-dire que la plaque, elle est là. Mais la plaque, elle devient ordinaire. C'est le regard qui rend extraordinaire. Et ce qui est en train de se passer dans notre monde, c'est que la peur de l'avenir, la discipline, le contrôle, le autocontrôle, les mondes ludiques, fantastiques de la révolution digitale, n'est-ce pas, tous impuissants et obèses devant notre écran, vous voyez, eh bien, nous empêchent d'avoir un regard extraordinaire sur quoi que ce soit. Tout devient ordinaire, vous comprenez? Il y a un affaiblissement de l'humain lui-même. C'est ça qu'on est en train de vivre. Il y a un affaiblissement de l'humain. Cet affaiblissement, il vient par un tas de choses, mais surtout par la peur. On a peur. On a peur. Moi, j'ai travaillé pendant des années un peu de psychiatrie. Maintenant, j'ai quelques patients jeunes, mais j'ai passé à des patients plus adultes. Mais pendant des années, j'ai vu monter cette peur-là. Cette peur qui dit,
apprend quelque chose d'utile, soit utilisable, n'est-ce pas, soit une bonne ressource humaine, n'est-ce pas, soit exploitable. Et alors, effectivement, en tant que parent, on veut que notre fille soit exploitable, parce que s'il n'est pas exploitable, il est laissé pour compte. On a peur, et de plus en plus peur, et on est de plus en plus impuissant. Et ça, c'est le problème. Le problème est celui-là. Parce que rien n'est extraordinaire. Ce que je racontais tout à l'heure, c'est ça. On me disait, mais toi, Miguel, tu étais torturé. Et moi, je ne comprenais pas au départ. Je disais, mais pourquoi est-ce que juste la torture? Moi, je voulais parler, que je m'étais révolté, que la vérité, c'est que si je ne m'étais pas révolté, personne ne serait venu me chercher. Mais non, la torture, c'était extraordinaire. Eh bien, aujourd'hui, plus rien n'est extraordinaire. Des dizaines de milliers de gens qui meurent dans la Méditerranée, ce n'est pas extraordinaire. Les Roms dans la rue, ce n'est pas extraordinaire. La répression aux Gilets jaunes, ce n'est pas extraordinaire. Vous comprenez? Il n'y a rien qui soit extraordinaire. Pourquoi? Parce que la vérité est ça. C'est une vérité, pour dire comme ça, ontologique. Rien n'est extraordinaire. L'extraordinaire est dans les regards actifs que nous jetons sur les choses. Et notre problème, organisation des droits de l'homme, amis d'organisation des droits de l'homme, personnes engagées de tout poil et type, c'est qu'on a beaucoup du mal à réactiver cette vécu qui rend les choses extraordinaires. Vous savez, dans un dîner, vous êtes dans un dîner, imaginez-vous, vous êtes dans un dîner, tout à coup vous dites, vous faites la gueule, et on dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et tu vois, il y a eu aujourd'hui 300 noyés dans la Méditerranée. Alors, vous êtes des casse-pieds, quoi. Et si vous racontez ça à votre analyste, il dit, les noyés, votre maman, vous voyez, c'est-à-dire, vous comprenez? Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'extraordinaire. Et c'est lui qui trouve l'extraordinaire, vous devez le savoir parce que vous devez passer pour des idiots comme moi, souvent dans des dîners. Nous qui trouvons ça extraordinaire, on passe pour des idiots. Vous voyez? Oh, tu sais, c'est comme ça. On passe pour des idiots. Il est sensible, il est idéaliste. Oh là là, il vieillit mal, il a du mal à vieillir, hein, parce que quand on vieillit, tout devient ordinaire, vous voyez. Notre défi est celui-là. Parce que par rapport au Nicaragua, bon, c'est une histoire très proche, personnelle, par rapport à notre militance au Nicaragua. Les gens de l'herbe. Et alors, en fait, je voulais dire quelque chose par rapport à Harold, non, qui est le jeune Colombien qui est intervenu aussi, non. Les problèmes quand on... les grandes erreurs qu'il faut capitaliser des luttes des années 70 et qu'on croyait qu'il était suffisant de déterminer qui était l'ennemi pour avoir raison. Et aujourd'hui, on ne peut plus penser comme ça. C'est-à-dire, d'abord, je pense qu'on ne peut pas dissocier les luttes, parce que ça, c'était une erreur terrible, la contradiction principale, secondaire, etc. Alors là, on ne peut pas dissocier la justice écologique de la justice sociale. On ne peut pas différencier. On ne peut pas dire, bon, mais ça c'est pour l'écologie. Parce que là, on est dans la même logique réactionnaire stalinienne de Mao, de dire la contradiction principale et secondaire. Alors on dit, d'abord on abolit les capitales, après on s'occupe de l'écologie. C'est le coup qu'on a fait aux femmes en Algérie. Hein. D'abord on libère l'Algérie, après on s'occupe des femmes. On attend toujours. Alors donc, au fait, il faut faire très attention, parce que quand on définit un ennemi, on a raison souvent, on a raison, on l'a trouvé. Et on oublie le boulot, Harold, on oublie le boulot de dire mais qui nous sommes-nous, qu'est-ce que nous avons comme proposition. Parce qu'au Nicaragua, nous qui nous sommes battus les armes à la main, non? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où on finissait à peine de libérer le Nicaragua de la dictature, on a commencé à massacrer des mesquitos, des Indiens. Et à ce moment, j'ai écrit un truc en disant, eh bien, en Amérique latine, il n'y a aucune bonne raison pour tuer encore des Indiens. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une colonne, Simon Bolivar, qui s'appelait, que c'était des volontaires. On l'a réprimé aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je veux te dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'on réprime au Nicaragua. Ce n'était pas encore fini la révolution et on réprimait. Alors, ce que je veux dire, c'est simplement qu'il faut faire très attention avec l'engagement politique, parce que définir un ennemi ne suffit absolument pas pour avoir raison. Parce qu'on définit l'ennemi, et au nom de cet ennemi-là, on fait n'importe quelle saloperie. Alors, effectivement, tu as raison quand tu parles des capitales, non, Harold. Mais il faut faire très attention, parce que l'erreur fondamentale qui a trahi toutes les révolutions, c'était de croire que parce qu'on s'oppose
un vrai monstre, nous sommes des saints. Et on n'était pas des saints. Alors, vraiment, il faut faire très attention de ne pas séparer les luttes. Je pense que les jeunes de Notre-Dame-des-Landes nous donnent un tout petit peu une idée de comment on peut faire une lutte dans laquelle les territoires, les arbres, les animaux, la lutte anti-néolibérale peut essayer de s'articuler. Ce n'est pas un modèle, mais c'est quand même assez optimiste. En Amérique latine, il y a des tonnes d'expériences comme Notre-Dame-des-Landes. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent, les gens de gauche, les militants de gauche? Ils disent, bah, quand est-ce qu'ils vont devenir politiques, ces cons-là? C'est ça qu'ils disent. Eh bien, ça, c'est la politique. La politique doit être une politique qui intègre, qui n'accepte pas de justement définir un ennemi, savoir que souvent l'ennemi, il est dans nous, et qui ne désintègre pas les luttes. Vraiment, il faut faire très attention. En Amérique latine, il y a une sorte d'attitude très violente contre toute lutte écologique, contre les luttes féministes, contre les luttes qui énoncent effectivement quelque chose de pas si simpliste que définir l'ennemi. Et par rapport à droite et gauche, il faut quand même se rendre compte, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de chape en béton qui fait que la Grèce d'extrême gauche est obligée à faire la politique des fonds monétaires, de la Banque européenne, et la Grèce d'extrême droite va faire la même politique sociale. Alors il y a effectivement quelque chose qui se passe qui est très complexe, et aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut s'engager, mais simplement, s'engager signifie d'abord lutter contre ces désirs horribles de simplisme qu'on a, qui fait que quand on s'engage, puisqu'on s'engage, on pense que ça y est, tout est résolu. S'engager exige aujourd'hui assumer la complexité du monde. Et ça, c'est très compliqué. On va rester sur ces paroles.